Bonjour à tous et bienvenue. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition. Nous suivrons le souverain et son épouse en voyage officiel, tout d'abord en Lituanie et par la suite en Pologne. La venue en principauté d'une délégation de la Peace Parks Foundation, conduite par l'ancien président du Mozambique. Des projets de partenariat existent entre cette entité et le gouvernement princier. La présentation officielle d'une toute jeune association, l'association des Amis du Musée océanographique. Il y a 10 ans disparaissait Victor Pastor, sa famille lui rend hommage lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier le 20 octobre prochain. Et enfin, nous vous présenterons le Code Sport Monaco, un magazine entièrement dédié au sport en principauté. On débute ce journal, comme je vous l'ai dit, par la visite officielle du couple princier en Lituanie. Pendant 2 jours, le souverain s'est entretenu avec les plus hauts responsables de cet État. Compte rendu sur place avec Ressinda Tomel et Serge Prémont. Accompagné d'une délégation monégasque et de son épouse, la princesse Charlène, le prince souverain a effectué une visite officielle en Lituanie en début de semaine. Le couple princier a été accueilli par la présidente de la République, Dalia Grybauskaite, au palais présidentiel de Vilnius lundi en fin de journée. En l'honneur de cette visite, les hymnes des 2 pays ont été joués. Après la signature du livre d'or et la traditionnelle remise de cadeaux, le prince souverain et la présidente se sont entretenus en audience privée. L'occasion pour eux d'aborder des préoccupations communes à leurs 2 États, à savoir la protection de l'environnement et la crise européenne. C'est le 3e et dernier pays balte que j'ai le privilège de visiter, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rapprochent la Lituanie de la principauté. D'abord des intérêts communs en ce qui concerne l'environnement, la défense de certaines valeurs et des pays qui, même s'ils sont très éloignés, même si un est au bord de la mer Baltique et nous sommes au bord de la Méditerranée, je crois qu'on a les mêmes préoccupations et la même envie aussi de pouvoir œuvrer pour le développement de nos pays, que ce soit sur un plan économique, sur un plan culturel ou sur un plan environnemental. Et je crois que la Lituanie a des atouts non négligeables et malgré la situation économique très difficile en Europe, je crois que c'est un pays qui a su aussi bien survivre et bien se développer même dans ces temps difficiles, puisqu'ils ont une croissance de 3 à 4%. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'atouts très très intéressants. Et puis c'est intéressant aussi de pouvoir voir quelques sites tout à fait emblématiques de cette belle ville, et cette cathédrale en est un. Et puis bien sûr il y a une histoire qui est très douloureuse, qui est très pénible, mais qu'il ne faut pas oublier. Je crois que la force de caractère et vraiment la détermination du peuple lituanien est tout à fait remarquable, et nous avons voulu, la princesse et moi, leur rendre hommage aujourd'hui. À l'issue de son entretien avec le chef de l'État lituanien, le prince souverain s'est rendu au cimetière d'Antakalnis, où il fut accueilli par le ministre de la Défense afin de rendre hommage aux martyrs de l'indépendance de la Lituanie. Le soir, s'en est suivi un dîner d'État au palais présidentiel, auquel assistait bien sûr le couple princier. Mardi matin, le souverain a rencontré les membres du Parlement lituanien lors d'une réunion à laquelle participait le conseiller de gouvernement monégasque pour les relations extérieures, José Badia. José Badia qui a profité de cette visite en Lituanie pour rencontrer son homologue, resserrant ainsi les liens qui unissent les 2 États. On avait commencé l'an dernier par des liens diplomatiques, effectivement, avec la Lituanie qui, vous le disiez à l'instant, n'a pas forcément de rapport avec la principauté. Nous avons donc même un ambassadeur de Lituanie accrédité à Monaco. Et je crois que nous avons découvert cet après-midi des points encore plus nombreux qui vont nous
nous lier, nous attacher. Alors je crois que si on les résume rapidement, ce sont des domaines d'environnement, des domaines liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la sécurité, puisque ici il y a de véritables problèmes énergétiques. Il y a des problèmes d'environnement, de respect effectivement de la mer Baltique qui sont finalement assez proches de ceux que l'on a avec la Méditerranée. Et puis il y a des aspects culturels qu'on n'a peut-être pas non plus véritablement marqués, mais qui sont évidents. La Lituanie est un pays de musique avec de grands musiciens. Nous aimons la musique à Monaco, une saison d'opéra. Il y a ici une saison d'opéra extraordinaire. Voilà tous les points et encore je pense que j'en oublie plusieurs. Le sport également. Le sport bien sûr, puisque là le prince n'a pas manqué effectivement de souligner tout l'intérêt qu'il attachait au sport et notamment à la paix dans le sport. Ce déplacement s'est poursuivi par la visite du musée des victimes du génocide, ancien siège du KGB, par la découverte de la cathédrale ainsi que du musée de l'héritage religieux. Le couple princier a également déjeuné avec le Premier ministre lituanien et s'est ensuite envolé en milieu d'après-midi vers la Pologne. Après la Lituanie, le couple princier a rejoint la Pologne pour un déplacement officiel. Vous pourrez suivre dans une prochaine édition les temps forts de cette visite à Varsovie. Mais pour l'heure, Sandrine Nègre et Lionel Bernardi lèvent le voile sur le programme de ce déplacement. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène sont arrivés le 16 octobre dans la capitale polonaise, Varsovie. Varsovie, première étape de leur déplacement officiel ici en Pologne. Dans l'agenda du couple princier, mercredi, une visite au palais présidentiel avant de rejoindre les deux assemblées du pays où une visite auprès du Premier ministre est prévue. La seconde étape de ce voyage officiel aura lieu à plusieurs kilomètres d'ici, au sud du pays, à Cracovie exactement. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène auront la possibilité jeudi de rencontrer des représentants à l'hôtel de ville et ils seront reçus également à l'université. Vendredi marquera la fin de ce voyage officiel ici en Pologne. Ils auront la possibilité de rencontrer des représentants de la fondation d'Auschwitz sur le site même du camp devenu tristement célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale. Une délégation de la Peace Park Foundation vient d'effectuer une visite en principauté. Objectif, poursuivre le partenariat existant avec le gouvernement princier. La délégation a été conduite par l'ancien président du Mozambique. L'accord va notamment porter sur une aire marine protégée. Les explications de Léa Bélante. Une nouvelle réunion entre la Peace Parks Foundation et le gouvernement princier a eu lieu à Monaco dans le but de poursuivre le partenariat. Un partenariat qui fonctionne et qui existe depuis 2007. Les parcs de paix sont des zones de conservation transfrontalières qui unissent plusieurs pays. L'objectif est le développement durable au bénéfice des hommes, de la faune et de la flore. Nous pouvons développer beaucoup d'activités avec les populations qui peuvent comprendre l'éducation sur de nouvelles formes de production agricole avec la protection de la nature, donc sans détruire la nature, et des formes aussi de développement des petites affaires pour augmenter les revenus de chaque famille. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui bénéficient pas seulement la nature, mais qui bénéficient surtout les hommes qui vivent, et les femmes qui vivent là-bas. Les parcs de paix sont des réserves choisies pour la richesse de leur biodiversité, mais pas seulement. L'héritage culturel et le potentiel de croissance de ces zones jouent un rôle majeur. Le Mozambique, par exemple, compte sur le développement de l'écotourisme grâce à ces parcs de paix pour faire progresser son économie. La principauté de Monaco a une valeur inestimable dans la protection de l'aire marine des parcs de paix entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Nous sommes en collaboration depuis 5 ans. Nous avons développé un très bon partenariat avec de très bonnes retombées économiques. Grâce au soutien des gouvernements, comme celui de Monaco, des organisations internationales et du secteur privé, 10 parcs de paix ont pu voir le jour en Afrique. Direction le musée océanographique. Lundi a été présentée officiellement l'association des amis du musée océanographique présidée par Peter Bogart. Elle réunit des personnes d'horizons très divers mais ayant toutes un réel attachement pour le musée. Reportage.
Favoriser le développement et le rayonnement du musée océanographique, ce sont les grandes ambitions affichées par l'Association des Amis du Musée. Sa création est intervenue dans le courant de l'année 2011, mais ses fondateurs ont décidé aujourd'hui de sortir de l'ombre pour présenter officiellement cette structure très internationale. Pas moins de 13 nationalités sont représentées au sein du conseil de l'association. Nous sommes là pour aider, pour promouvoir toutes les actions de ce musée magnifique. Ce musée qui est là pas si jeune, mais c'est ça aussi notre challenge, on peut dire. Le challenge, de dire on a une toute jeune association envers un musée qui est déjà un centenaire. Et nous, on veut aider les musées de promouvoir de nouvelles actions dans tous les sens. Ce n'est pas seulement des expositions d'art, mais aussi de promouvoir les océans. Ça veut dire les grands travaux qu'on fait ici à Monaco, sur le plan d'environnement, sur la présidence de notre prince, et qu'on fait ici dans ce musée. C'est la cause des océans, c'est la cause principale du musée, et c'est notre cause. Tout le monde est le bienvenu. On veut vraiment que tout le monde est à côté de nous. Ce n'est pas une association aristocrate ou quelque chose, c'est une association pour tout le monde, pour Monaco, mais pas seulement pour Monaco, pour la commune autour, pour les Français, pour la France, pour l'Italien, pour les Hollandais comme moi, pour des Brésiliens, tout le monde qui veut, qui aime ce musée, qui pense que c'est une très bonne chose, c'est une cause qu'on aime et qui veut s'associer à nous. L'amour des océans et la fierté d'avoir à Monaco ce temple entièrement dédié à la mer et voulu par le prince Albert Ier sont les éléments fédérateurs qui ont permis de réunir tous ces généreux mécènes. Différentes formules permettront d'ailleurs au plus grand nombre de faire partie de l'association, du bénévolat à des participations financières plus ou moins conséquentes. Et pour marquer la présentation officielle de cette association, le dévoilement de nouvelles plaques au sein du musée s'est effectué alors qu'un événement majeur des dernières semaines se refermer, un événement qui a contribué encore un peu plus à la notoriété du musée, l'exposition des œuvres de Mark Quinn. Les chiffres marquants, c'est surtout 377 000 visiteurs qui sont venus depuis le 12 mai 2012 jusqu'à ce soir 15 octobre 2012, donc c'est un très très beau succès. Mais en plus de nombre de visiteurs, ce qui est important, c'est aussi de voir les scolaires, la mobilisation des jeunes et des enfants autour de cette exposition. Nous avons eu plus de 23 écoles qui sont venues au musée pour travailler sur des ateliers, et d'ailleurs nous avons eu quelques travaux qui sont maintenant sur le net, que nous pouvons regarder, qui sont des travaux extraordinaires de la part de ces enfants, qui se sont complètement mobilisés autour des œuvres, mais aussi de donner un sens à l'exposition pour ces enfants. Et pour nous, c'était très important. L'organisation du départ des œuvres de Mark Quinn prendra maintenant plusieurs jours avant qu'un nouvel événement ne vienne investir les lieux. Dans un tout autre registre, il y a 10 ans disparaissait Victor Pastor. Pour lui rendre hommage, sa famille organisera le 20 octobre prochain une soirée de gala à l'Opéra Garnier. Les explications de Patricia Navarro. En mars 2002, Victor Pastor s'éteignit au centre hospitalier Princesse Grace des suites d'une longue maladie. 10 ans plus tard, son épouse Simone, ses enfants et ses proches ont tenu à honorer sa mémoire en organisant une soirée dont le point d'orgue sera le concert donné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël à l'Opéra Garnier le 20 octobre prochain. Cet événement permettra de poursuivre l'œuvre de Victor Pastor qui soutenait activement l'action du conseil Pasteur-Weizmann. Mon mari d'abord a aidé pendant plus de 20 ans l'Institut Weizmann. D'ailleurs, il en a reçu, il a été décoré par l'ordre le plus important de l'Institut Weizmann, qui est la Palme d'Or, qui lui a été remise par Madame Simone Veil en l'Institut Pasteur à Paris. Comme vous le savez, mon mari a été très attaché à la famille princière et à la principauté de Monaco. Toute sa vie durant, il a œuvré pour donner, promouvoir et donner un grand essor à la principauté. Et donc cet hommage, je trouve que c'est très important pour la mémoire et l'hommage à mon mari. Le conseil Pasteur-Weizmann est la réunion de deux entités réputées dans le domaine de la recherche en santé publique. Ce comité, créé en 1975, est spécialisé dans la lutte contre le cancer. Le rôle que joué par l'Institut Weizmann des sciences aujourd'hui dans le monde n'est pas d'être individuel,
n'est pas d'être seul, c'est celui de pouvoir lier son travail de recherche scientifique avec le monde entier, avec l'universalité. Car la science est universelle d'abord, c'est une vocation qui nous touche tous, depuis les enfants jusqu'à ceux qui sont en voie de disparition. Le rôle de Pasteur Weizmann est une sorte d'indépendance totale, ça n'existe nulle part ailleurs. Les deux instituts sont jumelés officiellement, avec la reconnaissance des deux États. Le seul rôle de cette collaboration scientifique, c'est l'humanité. Elle est indépendante, cette institution de Pasteur, et elle est indépendante de Weizmann. C'est ce qui fait sa force. Il n'y a pas de salaire à Pasteur Weizmann. 96% des fonds récoltés par Pasteur Weizmann sont destinés à la recherche menée en commun entre Pasteur et Weizmann. Tous les bénéfices de la soirée du 20 octobre en hommage à Victor Pastor seront destinés à ces recherches communes menées par l'Institut Weizmann des sciences et l'Institut Pasteur. Le reste de l'actualité en bref, sachez que ce mercredi et ce jeudi se tient la braderie d'automne de Mission Enfance au 19 avenue des Papalins, avec comme article proposé des vêtements de bébés, d'enfants, d'adultes, des chaussures, jouets, livres et autres. La recette de cette vente est intégralement reversée aux enfants secourus à travers le monde. Dans un autre lieu, au Yacht Club, s'est déroulée mardi une conférence organisée par le Monaco Ambassadors Club. L'invité, le professeur Nadir Saoudi, chef du service de cardiologie au CHPG. Le thème de cette conférence était tout naturellement les battements du cœur. En bref, toujours, la galerie L'Entrepôt et Monaco Télécom s'associent de nouveau pour soutenir la création artistique en Principauté et lancent le 3e concours de l'Open des artistes. Ce concours est ouvert aux artistes de la Principauté, des Alpes-Maritimes et de la province d'Imperia. Les gagnants verront leurs œuvres reproduites sur les couvertures des annuaires de Monaco. Pour plus d'infos, les modalités sur le site www.l'entrepôt-monaco.com. Un nouveau-né dans la presse régionale, le Code Sport Monaco vient de voir le jour. Comme son nom l'indique, ce magazine de la société Edicom est entièrement dédié au sport en Principauté. Patricia Navarro nous le présente. Mettre à l'honneur tous les clubs, toutes les activités sportives de Monaco, c'est l'ambition du Code Sport Monaco. Ce magazine, qui bénéficie du soutien du Comité olympique monégasque, illustre bien la place qu'occupe Monaco, reconnue comme l'une des capitales mondiales du sport, avec des événements d'envergure, mais aussi tout au long de l'année, des sportifs amateurs qui pratiquent toutes sortes de disciplines. Le Grand Prix ou le tennis, mais ça c'est des activités, ou même le Mare Nostrum, sont des activités et des événements internationaux. Pour autant, il y a énormément de clubs et de fédérations à Monaco, et la possibilité de pratiquer le sport dans d'excellentes conditions, dans des conditions incomparables d'ailleurs. Et les 8000 licenciés qui pratiquent le sport à Monaco vont pouvoir avoir leur magazine pour la première fois. On ne veut pas être technique, on ne veut pas être pointu dans la description, on veut juste relater les événements et les sports qui se pratiquent à Monaco, au même titre qu'on veut aussi présenter des gens qui restent dans l'ombre et qui font le sport à Monaco. Je veux parler de tous les entraîneurs, les présidents, les vice-présidents, les secrétaires, les personnes qui entretiennent le stade. Ça, c'est des gens qu'on ne voit jamais et qui sont pourtant, pour la plupart, bénévoles et qui fournissent un travail formidable. Et ces gens-là ne sont jamais mis en avant, alors que c'est eux qui gardent vos enfants, mes enfants, et qui les entraînent tous les mercredis, quand il n'y a qu'un entraînement, mais quand il y en a 2 ou 3 selon les catégories, ça fait quand même beaucoup de temps. Le magazine, c'est aussi et beaucoup pour eux. Le premier numéro du Code Sport Monaco est le reflet de cette diversité sportive qui anime la Principauté. Participation monégasque aux Jeux Olympiques, triathlon, sport boule, golf, handball, rugby, autant de sujets traités par la rédaction composée de 2 journalistes. Pour le premier numéro, on a mis en exergue un club, enfin une activité, le rugby pour les plus petits, et on essaye de trouver à chaque numéro, selon les activités, le yacht club ou le handball, le trophée des champions qu'il y a eu dernièrement. On revient dessus à notre manière, d'une manière décalée et surtout d'une manière accessible pour la personne qui s'intéresse au sport sans plus. Il faut qu'elle puisse avoir une possibilité de le lire sans vraiment rentrer dans la technicité qui pourrait effectivement rebuter pas mal de personnes. Bimestriel gratuit, le Code Sport Monaco est disponible dans les kiosques de la Principauté depuis le début du mois d'octobre. 8000 exemplaires ont été édités.
Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par des nuages moins encombrants que la veille, sans réel retour du plein soleil, mais de belles éclaircies tout de même, les températures de 15 à 20 degrés. Vendredi, du soleil, les quelques nuages restants seront poussés par le vent d'Italie, il fera de 16 à 21 degrés. Samedi, le temps reste ensoleillé et température douce de 17 à 22 degrés. Et enfin dimanche, une journée plus incertaine et des nuages menaçants, les températures restent supérieures au normal de 18 à 22 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.